Imaginez que le tribunal militaire international de Nuremberg doit asseoir sur le banc des accusés toute la haute direction du Troisième Reich. Himmler est mort. Heydrich, mort. Hitler, mort. Goebbels, mort. Et pourtant, il y a un homme qui arrive vivant, entier, 77 kilos plus léger que lorsqu'il est entré dans la guerre, avec l'esprit plus affûté que depuis des années et absolument convaincu qu'il peut gagner ce procès. Un homme qui avait appelé les 12 ans du nazisme ses 12 années décentes, qui a construit un palais dans la forêt pendant que le monde brûlait, qui a signé l'autorisation de l'Shoah entre deux réunions, comme quelqu'un qui signe un mémorandum budgétaire. Il y a quelque chose chez Hermann Göring qui ne colle avec aucun autre nom de cette liste. Et c'est précisément ce qui fait de lui le plus révélateur d'entre eux. Rosenheim, Bavière. 12 janvier 1893. Au sanatorium de Marienbad est né Hermann Wilhelm Göring, deuxième fils du deuxième mariage du consul général d'Allemagne en Haïti, Ernst Heinrich Göring. Ce fut un accouchement ordinaire dans une famille qui, en apparence, n'avait rien d'extraordinaire non plus. Mais les circonstances du monde dans lequel cet enfant allait grandir étaient tout sauf normales. Son père était un homme de l'ancien ordre impérial allemand, ancien officier de cavalerie reconverti dans le service consulaire. Sa mère, Franziska Tiefenbrunn, une jeune fille bavaroise d'origine modeste qui avait passé des années à suivre son mari entre les colonies africaines, les îles des Caraïbes et les rigueurs du service extérieur allemand. 6 semaines après la naissance de Hermann, Franziska le laissa aux soins d'une amie de la famille à Fürth, en Bavière, et repartit en courant pour Haïti. Elle ne reverrait son fils que 3 ans plus tard. Lorsqu'elle revint, l'enfant avait déjà développé un caractère que ses gardiennes décriraient comme têtu, difficile et rempli d'une énergie que personne ne savait vraiment comment canaliser. Ce détail, si petit en apparence, a son importance. Le premier souvenir documenté d'Hermann Göring concernant sa propre mère est celui de l'avoir frappée au visage lorsqu'elle tenta de l'embrasser après des années d'absence. Un enfant de 3 ans qui punissait l'abandon par la violence physique. Franziska, selon les témoignages recueillis par les biographes Roger Manvel et Heinrich Frenkel des décennies plus tard, fut profondément affectée par cet épisode. Mais Hermann ne s'en souviendrait pas comme d'un acte de colère. Il s'en souviendrait comme d'une preuve qu'il était, selon ses propres termes, le préféré de son père. « Ich bin doch Papas Liebling », répétait-il. « Je suis le préféré de papa ». La famille s'installa à Berlin dans la Fregestrasse de Friedenau, un quartier résidentiel calme. Là, le petit Hermann passait les nuits à demander aux domestiques de lui apporter les épées et les casquettes des invités militaires de son père pour les admirer dans l'obscurité de sa chambre. À 5 ans, il avait déjà un costume de hussard. À 8 ans, debout sur la tour du château de Weldenstein, la deuxième propriété que son parrain, le docteur Hermann Eppenstein, cédait à la famille, il eut une vision. Des chars romains avec des guerriers empanachés traversant la vallée. Il courut le raconter à sa mère et à sa sœur. Elles se moquèrent de lui. Le monde d'Eppenstein mérite une pause. Le docteur Hermann von Eppenstein était un homme riche, fils de médecin, célibataire et propriétaire de 2 châteaux dans le sud de l'Allemagne et en Autriche, dont l'imposant Motterndorf, restauré avec une pompe médiévale dans les Alpes autrichiennes. Eppenstein était le parrain de tous les enfants des Göring, y compris Hermann. Mais il y avait autre chose. Eppenstein était aussi l'amant de Franziska, la mère d'Hermann. Une relation que Heinrich Göring, le père, accepta à des conditions humiliantes. Le vieux consul dormait dans les étages inférieurs pendant que le médecin et son épouse partageaient les appartements privilégiés. Au château de Motterndorf, le père avait sa chambre dans un bâtiment séparé. Quand Hermann l'a-t-il compris? Probablement plus tôt que personne ne le supposait. C'était un enfant à l'intelligence vive et à l'observation aiguë. Et Eppenstein, son parrain,
était d'origine juive. Baptisé dans son enfance, mais avec un nom de famille et des traits qui ne laissaient aucun doute sur son ascendance et dont le nom apparaissait dans le Sémigota de l'époque, le registre des familles ayant des titres et du sang juif. Le futur Reichsmarschall du nazisme a grandi sous le toit payé par un homme juif qui était l'amant de sa mère. Cela n'a pas besoin de commentaires supplémentaires. Il suffit de le laisser là. L'éducation d'Hermann progressa entre échecs et défis à l'autorité. Il échoua dans sa première école à Fürth. Dans l'internat d'Ansbach, où on l'envoya à 11 ans, il organisa une protestation parmi les élèves contre la mauvaise nourriture, puis vendit son violon pour 10 marks afin de se payer le train de retour à la maison et se montra d'une telle ténacité à refuser de repartir que ses parents cédèrent. Le seul endroit où la discipline lui convint fut l'académie militaire. À 12 ans, il entra à l'école des cadets de Karlsruhe. À 16 ans, à celle de Lichterfeld, près de Berlin. Là, entre les uniformes, les tableaux de commandement et la structure hiérarchique dont il avait besoin pour fonctionner, Hermann Göring trouva sa langue naturelle. En mars 1912, à 19 ans, il fut affecté au régiment Prince Guillaume, le 112e d'infanterie, en garnison à Mulhouse, en Alsace allemande, à un peu plus d'1 kilomètre de la frontière française. Et lorsque la guerre éclata 2 ans plus tard, ce jeune officier d'infanterie prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il décida que l'avenir ne se trouvait pas dans les tranchées boueuses, mais dans les airs. L'histoire de la façon dont Göring est arrivé dans l'aviation a quelque chose d'une chronique d'un destin que l'on cherche soi-même. Son meilleur ami, le lieutenant Bruno Loerzer, avait été transféré dans un centre de formation aéronautique à Fribourg. Göring, convalescent d'une crise de rhumatisme contractée dans les tranchées humides du front occidental, alla lui rendre visite. Il demanda un transfert officiel dans l'aviation. On le lui refusa. Il s'y rendit de toute façon, de son propre chef. Un tribunal militaire le condamna à 3 semaines d'arrêt en caserne. La peine ne fut jamais exécutée, car lorsque vint le moment de l'appliquer, Göring et Loerzer étaient déjà affectés comme équipe au 25e détachement aérien de la 5e armée du prince Guillaume. On dit aussi que pour rejoindre ce détachement, ils ont dû voler un avion, ce qui colle parfaitement avec le reste. En tant qu'observateur aérien au-dessus du front de Verdun en 1915, Göring photographiait les positions ennemies en se penchant hors de la carlingue, se retenant avec ses jambes d'alpiniste contre le siège pour contrecarrer l'aile inférieure qui bloquait la vision verticale, tenant la lourde caméra à 2 mains pendant que le vent glacé lui fouettait le visage à des milliers de mètres d'altitude. Le prince héritier lui accorda la croix de fer de première classe. Ensuite, il apprit le morse. Son premier message à un commandant de batterie au sol, selon les registres historiques, fut « Vous pouvez arrêter de tirer. Vous ne toucheriez pas cette foutue cible de toute façon. » Et ce n'était pas en code. En novembre 1915, après avoir terminé sa formation de pilote en un temps record sans avoir écrasé un seul appareil, il devint Jagdflieger, pilote de chasse. Ce même mois, il attaqua en solitaire un géant bombardier anglais, Handley Page, neutralisa ses 2 mitrailleurs, incendia l'un de ses moteurs puis fut intercepté par un nuage de chasseurs Sopwith. Son moteur subit des impacts, le réservoir de carburant fut percé. Lui-même fut blessé et l'avion commença à tomber vers les lignes ennemies. Ce qu'il fit alors définit quelque chose d'essentiel dans son caractère. Il redressa le nez et vola en rase-motte, le carburant se déversant dans la carlingue jusqu'en territoire allemand, où il fit un atterrissage forcé dans le cimetière d'une église reconvertie en hôpital. Le fuselage présentait 16 impacts de balles. On compta au moins 32 victoires aériennes confirmées tout au long de la guerre, bien que les sources officielles s'accordent sur 22 certifiés avant que, durant l'été 1918, il ne soit choisi pour le poste le plus symbolique de l'aviation allemande, commandant du Geschwader 1, le légendaire escadron de chasse fondé par Manfred von Richthofen, le Baron Rouge,
Richthofen était mort au combat en avril 1918. Son premier successeur, le capitaine Reinhardt, mourut en testant un nouvel avion que Göring venait tout juste de piloter. Le 7 juillet 1918, à 25 ans, Hermann Göring se mit à la tête de l'escadron le plus célèbre d'Allemagne. Karl Bodenschatz, qui serait son aide de camp pendant des années, se le rappela ainsi dans son livre « Jagd in Flanders Himmel ». On pouvait voir dans ses mouvements et dans sa façon de parler. La dureté. Cette même dureté que son aide de camp observait sur le terrain d'aviation de Flandre était ce dont ces hommes avaient besoin pour soutenir le moral dans les derniers mois d'une guerre qui était déjà perdue. Le dernier rapport officiel de Göring sur l'armistice du 11 novembre 1918 est un document sobre et formel. Le Geschwader avait abattu 644 avions ennemis depuis sa fondation, avec 56 officiers morts au combat et 52 blessés. Signé simplement Hermann Göring, lieutenant O.C. Geschwader. Mais ce qui vint après ce rapport fut ce qui le marquerait pour toujours. Lorsque Göring tenta de remettre les avions aux Français à Strasbourg, certains de ses pilotes les neutralisèrent délibérément lors d'atterrissages forcés comme un dernier acte de défi. Lorsque, à Mannheim, une assemblée révolutionnaire de soldats et de travailleurs désarma ses officiers, Göring survola l'aérodrome avec le reste de l'escadron et menaça de le mitrailler s'il ne rendait pas les armes. Ils les rendirent. En décembre 1918, lors d'une réunion d'officiers dans la salle philharmonique de Berlin, un jeune capitaine avec la pour le mérite suspendue au cou et les épaulettes argentées sur son uniforme complet monta sur la tribune devant un ministre de la guerre qui demandait aux militaires d'abandonner leurs insignes et dit « Les seuls coupables sont ceux qui ont manipulé le peuple, ces hommes qui ont poignardé dans le dos notre glorieuse armée. C'est pourquoi je vous implore de nourrir la haine en vous, une haine profonde et durable envers ces animaux qui ont humilié le peuple allemand. » Ce n'était pas encore de l'idéologie, c'était de la rage. Et cette rage fit de lui, au cours des années suivantes, le recrutement le plus précieux qu'Adolf Hitler ferait de toute sa vie. La période qui va de 1919 à 1922 est celle qui apparaît le moins dans les portraits de Göring, peut-être parce qu'il est inconfortable de reconnaître à quel point le chemin vers l'horreur fut mondain. Il n'y a pas eu de révélation idéologique. Il y a eu un pilote de guerre sans emploi. Göring a passé l'année 1919 au Danemark à faire des démonstrations aériennes, faisant payer 50 couronnes pour emmener des passagers lors de courts vols depuis Kastrup et flirter avec les femmes de la haute société qui trouvaient romantique d'avoir à leur table un héros de guerre allemand décoré de la pour le mérite. Jusqu'à ce qu'il dépasse les bornes dans l'un de ses salons. Lorsque les termes du traité de Versailles furent annoncés, il interrompit un dîner de 20 convives pour crier « Le jour viendra où nous reviendrons pour écrire un autre traité ». Cela mit fin à sa vie sociale au Danemark. En 1920, il s'installa en Suède, où il obtint un poste de pilote au sein de la compagnie Svensk Lufttrafik et effectuait des vols privés pour des hommes d'affaires. Un jour d'hiver de cette année-là, un aristocrate suédois nommé comte Erik von Rosen lui demanda de le conduire à son domaine de Rockelstad sur le lac Baven près de Sparholm. Il neigeait, le vol était risqué. Göring l'accepta sans hésiter. Ils atterrirent sur la glace du lac à côté du château. Il était trop tard pour repartir. Le comte invita Göring à rester. Et lorsque le pilote allemand entra dans la grande salle du château de Rockelstad, avec sa cheminée allumée et ses armures et trophées de chasse au mur, il se trouva face à quelque chose qu'il n'attendait probablement pas. En descendant l'escalier vers le salon, une femme grande, d'allure distinguée, de 5 ans son aînée. Le comte la présenta comme la sœur de son épouse. Elle s'appelait Karin von Kantzow. Göring, qui avait 27 ans et avait vécu les 2 dernières années entre des aérodromes et des salons de seconde zone, tomba amoureux le soir même. Karin était tout ce dont il avait besoin pour reconstruire son identité. Une aristocrate suédoise profondément religieuse dans un mysticisme romantique de l'époque.
une nationaliste ardente avec des sympathies pour l'Allemagne et prête à voir dans ce pilote décoré le héros dont les temps avaient besoin. Que Carin fût marié et eut un fils de 8 ans était un obstacle que tous deux résolurent avec le temps. Son mari, l'officier Niels von Kantzow, accepta le divorce avec dignité et donna de l'argent à Carin ainsi que sa liberté. Ils se marièrent à Munich le 3 février 1922. Leur premier foyer fut un pavillon de chasse à Hochkreuz dans les Alpes bavaroises. Et là, entre les montagnes que Göring escaladait depuis l'âge de 8 ans, commença sa vie d'étudiant universitaire en sciences politiques, un homme de 28 ans qui tentait de se réinventer en civil dans une Allemagne méconnaissable. Mais le monde civil n'avait pas de place pour lui. La République de Weimar était l'opposé de tout ce que Göring comprenait. La délibération, là où il voyait de la faiblesse, le compromis, là où il voyait de la reddition, la représentation parlementaire, là où il voyait le chaos. Et dans les rues de Munich, il y avait un homme qui disait tout haut tout ce que Göring pensait en silence. La rencontre avec Adolf Hitler à l'automne 1922 est l'un de ces moments qui semblent inévitables avec le recul, bien qu'à cette époque ce fût l'union de deux hommes qui avaient exactement besoin de ce que l'autre possédait. Göring le raconta pour sa défense à Nuremberg. Il assista à une manifestation de protestation sans aucun lien préalable avec le parti nazi. Il entendit un orateur refuser de parler sans qu'il y eût de la force derrière les mots, et cela lui parut si exactement conforme à sa propre pensée qu'il se rendit la semaine suivante à l'assemblée qu'Hitler tenait chaque lundi soir. Hitler le reçut aussitôt. Il lui dit que c'était un extraordinaire retournement du destin que le dernier commandant de l'escadron Richthofen se mit à sa disposition. Göring répondit que lui et tout ce qu'il possédait étaient entièrement au service de la cause. Et à ce moment-là, sans plus de cérémonie qu'une poignée de main dans un bureau crasseux de Munich, l'ancien camarade de Manfred von Richthofen devint la recrue d'officier la plus précieuse du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Ce que Göring apportait était quelque chose qu'aucun autre partisan de la première heure d'Hitler ne pouvait offrir, de la crédibilité. Heinrich Himmler avait été un vendeur d'engrais qui avait échoué dans l'élevage de poulets. Joseph Goebbels était un universitaire aigri aux pieds bottes, nourri d'une rancœur encyclopédique envers tous les éditeurs et directeurs de théâtre qui avaient rejeté ses œuvres. Hitler lui-même était un caporal autrichien sans pédigree, sans connexion, sans compétences sociales d'aucune sorte, qui organisait des réunions dans des brasseries bavaroises pour un public qui ne savait pas encore très bien ce qu'était exactement le national-socialisme. Göring ouvrit des portes. Il amena le mouvement dans des cercles aristocratiques, militaires et d'affaires qui n'auraient jamais reçu Hitler directement. Il était quelqu'un à côté de qui les diplomates voulaient s'asseoir lors d'un dîner. Quelqu'un dont la pour le mérite imposait le respect dans des salons auxquels les Freikorps n'avaient pas accès. Et ce vernis de légitimité fut, dans les premières années de la décennie 1920, plus précieux pour le mouvement nazi que n'importe quel discours d'Hitler. En échange, Göring obtenait ce dont il avait le plus besoin depuis le 11 novembre 1918, le commandement. Hitler le mit à la tête des SA, les troupes d'assaut. En quelques mois, il meubla une troupe que Hitler lui-même décrirait comme une division de 11 000 hommes, tirée d'une foule indisciplinée. Et Carin, son épouse, recevait dans leur maison d'Obermenzing Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, le capitaine Ernst Röhm et parfois Hitler lui-même, qui savait comment charmer les femmes et qui trouvait dans la maison des Göring le type d'atmosphère domestique que sa propre vie ne lui offrait pas. Le putsch des 8 et 9 novembre 1923 fut le moment où tout cet élan traversa son premier grand test et échoua. La Bürgerbräukeller, l'immense brasserie de la périphérie de Munich, pouvait accueillir 3000 personnes. Gustav von Kahr, le commissaire général d'État en Bavière, y avait convoqué une assemblée politique. Hitler décida de forcer la situation, faire irruption dans le rassemblement, prendre les dirigeants bavarois en otage et proclamer la révolution nationale avec le soutien militaire du général Erich Ludendorff.
Göring se rendit à la brasserie en laissant Carin alité avec de la fièvre, venant tout juste d'apprendre que sa mère venait de mourir. Lorsque Hitler monta sur une table et tira au plafond pour imposer le silence, Göring resta sur la tribune pour contrôler la foule. Ses mots furent « Il n'y a rien à craindre, nous sommes vos amis. Vous n'avez aucune raison de rouspéter, vous avez de la bière. » La foule ne fut pas convaincue. Les ministres réussirent à s'échapper. Le lendemain matin, les affiches placardées sur les murs de Munich abjuraient tout accord avec Hitler. Le 9 novembre, la colonne nazie tenta de marcher vers le cœur de la ville. Göring la menait aux côtés d'Hitler et de Ludendorff. Dans la Residenzstraße, là où la rue se rétrécit avant de s'ouvrir sur l'Odeonsplatz, un détachement de police armée leur coupa la route. Quelqu'un tira. En quelques secondes, ce fut le chaos de tirs croisés. Hitler tomba au sol ou fut entraîné par la personne qui marchait à ses côtés. Göring reçut une balle dans l'aine. La blessure était grave. On le transporta d'abord chez un commerçant juif nommé Robert Balin, qui leur donna refuge cette nuit-là. Un détail que les biographes nazis supprimèrent pendant des années. Puis, dans une clinique. La blessure nécessitait de la morphine, beaucoup de morphine. Et cette morphine, administrée pour soulager la douleur d'une balle reçue au nom d'Adolf Hitler, devint le début d'une addiction qui l'accompagnerait pendant des décennies. Göring s'enfuit en Autriche, puis en Italie. Il passa une longue convalescence à Rome. En 1925, il fut interné au sanatorium Langbro, en Suède, où les médecins le traitèrent pour une dépendance sévère aux opiacés. Son comportement durant la phase la plus aiguë de l'addiction était devenu suffisamment violent pour que les autorités envisagent son internement d'office. Les spécialistes de l'Institut Kahl de Cologne, que Fraenkel visita des années plus tard pour sa recherche biographique, décrivirent les symptômes de l'addiction à la morphine que présentait Göring. Excitation excessive du système nerveux, activité glandulaire anormale, effusion d'énergie et une vanité pathologique. Tout cela combiné expliquait les extrêmes de comportement que ceux qui le connaissaient de près décrivaient avec tant de constance. Göring ne guérit jamais, tout à fait. Ce qu'il fit, ce fut d'apprendre à fonctionner. Il revint en Allemagne à la fin des années 20, lorsque le parti nazi avait été reconstruit et que Hitler avait de nouveau besoin de ce que seul Göring pouvait lui donner. Et cette fois, l'homme qui revenait apportait quelque chose de différent. La fin spécifique de ses luttes. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne. Dans les semaines qui suivirent, Hermann Göring commença à construire quelque chose qui n'existait pas. Il faut s'arrêter ici car ce moment importe plus que ce que la plupart des récits du nazisme reconnaissent. Dans les jours qui suivirent immédiatement la nomination d'Hitler, Göring était ministre sans portefeuille dans le cabinet, commissaire du Reich pour l'aviation et, surtout, ministre de l'Intérieur de Prusse. La Prusse n'était pas un État comme les autres, c'était le plus grand État allemand, couvrant plus de la moitié du territoire du pays, et sa police était la plus grande force d'ordre public d'Allemagne. Göring prit cette police et la transforma. D'abord, il la purgea. Il remplaça les fonctionnaires fidèles à la République de Weimar par des hommes de la SA et de la SS. Puis, il suspendit les protections légales qui limitaient les arrestations arbitraires. À partir de ce moment, on pouvait arrêter quelqu'un sans mandat judiciaire, sans accusation formelle, sans durée de détention définie. Et alors, au printemps 1933, il créa une nouvelle institution à partir des restes de la section politique de l'ancienne police prussienne, celle qui s'occupait de surveiller les partis et organisations subversives. Il l'appela Geheime Staatspolizei, la police secrète d'État, la Gestapo. Le 1er avril 1933, le bureau central de la Gestapo ouvrit ses portes au numéro 8 de la Prinz-Albrecht-Straße à Berlin, dans un bâtiment qui hébergeait peu avant le musée du folklore. Rudolf Diels, un fonctionnaire de carrière à qui Göring confia la direction initiale, commença à bâtir l'appareil. Des agents infiltrés dans les organisations politiques, des dénonciations rémunérées de civils, des archives systématiques sur les dissidents, les juifs, les communistes, les homosexuels, les prêtres qui osaient critiquer le régime. Les arrestations avaient lieu de nuit.
les interrogatoires dans les sous-sols, les marques sur les corps s'expliquaient par une résistance lors de l'arrestation. Göring ne l'appela pas terreur, il l'appela ordre. Et tandis qu'il la construisait, il comprit progressivement que l'horreur que cet appareil produisait entachait sa propre image. Il voulait être l'homme d'État charismatique, l'as de l'aviation qui avait donné sa respectabilité au parti. La Gestapo était nécessaire, oui, mais c'était sale. En 1934, Göring céda le contrôle de la Gestapo à Heinrich Himmler. Cette décision a parfois été interprétée comme de la modération. C'était exactement le contraire. C'était la stratégie parfaite de celui qui avait construit l'instrument, l'avait mis en marche et pouvait désormais s'en laver les mains pendant que d'autres l'utilisaient. Göring ne s'est pas éloigné de la Gestapo parce qu'il avait des scrupules sur ce qu'elle faisait. Il s'en est éloigné parce qu'il y avait des choses plus brillantes à faire. L'une d'elles fut la nuit des longs couteaux. En juin et juillet 1934, les tensions entre la SA d'Ernström et l'armée régulière atteignirent le point de rupture. Hitler avait besoin de l'armée pour ses plans d'expansion et ne pouvait pas se permettre d'avoir 2 millions de paramilitaires prétendant devenir l'armée nationale. Göring et Himmler accumulaient depuis des mois des dossiers sur les dirigeants des SA, rassemblant des rumeurs, documentant des comportements scandaleux, construisant le dossier pour l'action. La nuit du 29 au 30 juin 1934, pendant qu'Hitler volait vers Munich pour arrêter personnellement Röhm à l'hôtel Hanselbauer, près du lac Tegernsee, Göring dirigea la purge depuis sa résidence privée de la Leipziger Platz à Berlin. Avec Himmler et Heydrich à ses côtés et son assistant Paul Körner, qui était de la SS, il recevait des listes de noms et les rayait. Les valets en livrée servaient des sandwichs pendant que les détenus attendaient dans les antichambres dans un état de terreur croissante. Des témoins directs entendirent Göring crier « Fusillez-le! Fusillez-le » pendant que les hommes étaient emmenés à l'académie militaire de Lichterfeld pour être exécutés par des pelotons d'exécution de la propre Landspolizei de Göring. Parmi les morts de cette nuit-là se trouvaient des noms qui n'appartenaient à aucune liste de conspirateurs. Willy Schmid, un critique musical de Munich, fut exécuté par erreur en étant confondu avec un autre Willy Schmid qui était dirigeant de la SA. Le général Kurt von Schleicher et son épouse furent abattus dans leur propre maison à Neubabelsberg. Erich Klausener, dirigeant de l'Action catholique, mourut abattu. Gregor Strasser fut jeté dans une cellule de la Prinz-Albrecht-Straße où une balle qui lui creva une artère meubla les murs de sang. Personne ne sut exactement combien moururent. Hitler parla de 58 exécutés et 19 morts. Gisevius, dans son témoignage à Nuremberg, estima le nombre entre 150 et 200 personnes. Dans les provinces, certaines estimations atteignent près d'1 millier. Göring, interrogé par les journalistes sur la mort du général von Schleicher, sourit. « Oui, dit-il, je sais que vous les journalistes aimez les grands titres. Eh bien, le voici. Le général von Schleicher a conspiré contre le régime. J'ai ordonné son arrestation. Il a commis la stupidité de résister. Il est mort. » Et il quitta la salle de presse. Ce fut le moment où Göring acheva la première phase de ce qui deviendrait le schéma de toute sa carrière. Construire le mécanisme de la terreur, l'utiliser avec une efficacité brutale, puis quitter la scène avant que l'odeur ne devienne trop évidente. 60 km au nord de Berlin. Le Schorfheide, une zone vallonnée et boisée de bruyères, de pinèdes, de chênaies et de hêtraies, jalonnée de lacs où les cygnes sauvages flottent parmi leurs petits et où les pics verts martèlent les troncs au lever du jour. En hiver, les genévriers teintent le paysage d'un doré froid que les photographes de l'époque ne se lassaient pas de capturer. Ici, en 1933, Göring commença à se bâtir un monde. Carinal. Le nom était un hommage à sa première épouse, Karin, qui était morte de la tuberculose le 17 octobre 1930 et à Stockholm, à l'âge de 43 ans. Dans les premiers mois de 1934, son corps fut transféré du cimetière de Levaux
en Suède, vers une crypte en granit du Brandebourg que Göring avait fait construire au bord du lac Wackersee. Le cercueil, recouvert d'un drapeau à croix gammée et portant la couronne personnelle de Göring, à ma seule Karine, fut transporté par ferry jusqu'en Allemagne, puis dans un wagon de train tapissé de branches vertes et rempli de fleurs, tandis que les populations du nord de la Prusse déclaraient l'état de deuil au passage du cortège, et enfin dans un char à travers les chemins du Schorfheide, avec des hommes du parti en uniforme alignés des deux côtés et une fanfare militaire jouant la marche funèbre de Siegfried du crépuscule des dieux. Hitler était présent à l'enterrement. Le mausolée de Carin était la première construction de Carinhal. La demeure principale vint ensuite et grandit sans s'arrêter pendant une décennie. Ce que Göring a construit dans le Schorfheide n'a pas d'équivalent simple dans l'histoire du XXe siècle. Ses architectes, Helselt et Tuck, du département d'État de l'architecture de Prusse, exécutèrent un projet dans lequel Göring supervisa personnellement chaque détail jusqu'au poignet des portes. La structure principale était en blocs de granit de couleurs variées, avec un toit de chaume en mansarde, des murs en stuc incrustés de galets et des bordures en pierre grise, conçus pour évoquer l'architecture germanique médiévale qui avait meublé les rêves de Göring depuis les châteaux de son enfance. La façade centrale était gothique. Les fenêtres donnaient toutes sur le lac ou sur la forêt. Il n'y avait aucune vue qui rappelât l'existence du monde extérieur. La galerie d'art du rez-de-chaussée mesurait 34 mètres de long. Le sous-sol abritait une salle de sport, une piscine faiblement éclairée ornée de sculptures et une salle de jeu avec un système électrique d'avions de ligne et de train sur une carte de l'Europe. Le soir, la salle de sport se transformait en cinéma où se rendaient les domestiques, chacun à sa place attribuée, comme dans la chapelle d'un seigneur féodal. Dans le grenier, sur une surface de 25 mètres de long, Göring installa son réseau de trains miniatures avec 18 mètres de ligne droite que les visiteurs distingués étaient invités à faire fonctionner depuis un grand fauteuil rouge. La salle des banquets avait des colonnes de marbre rouge de Vérone. La table était couverte de soie. Les chaises étaient blanches avec un capitonnage en cuir. Les rideaux portaient la lettre H brodée dans des couronnes de laurier cousus de fil d'or. Du plafond pendaient de grands lustres en cristal. Les fenêtres s'ouvraient électriquement pour révéler les jardins et la forêt. À l'extérieur, les laquais portaient des bottes et des pantalons de cheval vert. Les servantes vêtuaient des bottes en daim et des vestes vertes. Il y avait un bassin de nénuphars, une fontaine avec un cavalier nu sur un cheval de bronze, des jardins aux haies taillées et des statues d'Apollon, d'Artémis et de Cérès. Et sur les terrains environnants, des animaux sauvages, bisons, élans, cerfs et chevaux sauvages réintroduits de Suède, de Pologne et du Canada pour repeupler ce que Göring avait transformé en sa réserve privée. Les visiteurs étaient une galerie à eux seuls. Lord Halifax, Sir Neville Henderson, l'ambassadeur de Grande-Bretagne. François Poncet, l'ambassadeur français, qui laisserait par écrit ses impressions de l'hôte comme étant affable, astucieux, perspicace, capable, spirituel. Sumner Wells, des États-Unis. Birger Dallerus, l'homme d'affaires suédois qui servit d'intermédiaire dans les jours précédant la Seconde Guerre mondiale. Tous arrivaient à Carinhal et en ressortaient impressionnés, déconcertés, ou les deux à la fois. Sir Eric Phipps, l'ambassadeur britannique, a laissé une description ironique de l'une des premières fêtes d'inauguration, le 10 juin 1934. Göring arriva en retard au volant d'une rapide voiture de course, vêtu d'habits d'aviateur en caoutchouc et de hautes bottes avec un grand couteau de chasse à la ceinture. Il tenta de faire exécuter par l'un de ses bisons une démonstration d'accouplement qui échoua lamentablement. Puis, il disparut et réapparut, vêtu d'une culotte de tennis, d'un pantalon blanc, d'une chemise de flanelle et d'une veste en cuir vert, toujours avec le couteau de chasse, tenant un long instrument en forme de harpon dont personne ne sut jamais vraiment ce que c'était. L'ambassadeur William Dodd des États-Unis, qui était également présent, décrivit Göring comme un homme grand, gros et jovial qui aimait par-dessus tout frimer. Mais ce qui se trouvait sur ces murs était ce qui importait.
les tableaux de Cranach, les tapisseries des ateliers Gobelin, les pièces de Rembrandt, de Vermeer. La galerie de Karen Hall abrita finalement plus de 1000 œuvres d'art. Aucune ne fut achetée sur le marché ordinaire. Göring avait développé au cours des années 30 une passion pour l'art que ses biographes ont décrite comme sincère, mais qui était indissociable de sa méthode d'acquisition. Ses agents peignaient les territoires occupés à la recherche de pièces à ajouter à la collection, arrivant dans les musées et dans les maisons de familles juives, souvent dans les heures suivant immédiatement l'entrée de la Wehrmacht. Des familles qui avaient passé des générations à accumuler des tableaux à Amsterdam, à Paris, à Varsovie, à Vienne, se trouvaient face à un homme de Göring qui arrivait à la porte avec une estimation officielle et une offre qu'elle ne pouvait refuser, si tant est qu'il y eût une offre. Dans de nombreux cas, il les emportait tout simplement. Le docteur Bruno Lohs, conseiller personnel de Göring à Paris, travaillait avec un système bien huilé. Identifier les pièces aux mains de propriétaires juifs, documenter leur valeur, faciliter la confiscation ou la vente forcée et envoyer les œuvres directement dans le Schorfheide. Le système opérationnel de ce pillage organisé fut l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, le RR, un appareil bureaucratique créé spécifiquement pour confisquer les biens culturels juifs, que Göring utilisa comme réserve personnelle avec une fréquence que même Alfred Rosenberg, son fondateur, trouvait excessive. À la fin de la guerre, la collection de Göring était la deuxième plus grande accumulation privée d'art volée du Troisième Reich, dépassée seulement par celle d'Hitler lui-même. Elle comprenait des chefs-d'œuvre de la peinture flamande et hollandaise, des tapisseries médiévales, des sculptures antiques, des bijoux, des porcelaines chinoises. Tout cela accroché au mur d'une demeure dont le nom était celui de la femme que Göring disait avoir aimée plus que quiconque au monde. La vie à Karen Hall n'était pas la vie de quelqu'un qui fuyait quelque chose. C'était la vie de quelqu'un qui croyait mériter exactement tout ce qu'il possédait. Göring se comparait ouvertement aux grands nobles de la Renaissance, au prince électeur de Brandebourg. Dans ces moments de plus grande autosatisfaction, il alla jusqu'à dire que le titre qu'il portait lui-même, Reichsmarschall, dépassait en rang celui de tous les autres généraux du monde, parce qu'il avait été créé spécifiquement pour lui. Pour lui, pas pour quelqu'un d'autre. Tandis que dans les prisons de la Gestapo, dans les camps de concentration qu'il avait lui-même autorisés, dans les ghettos de Pologne que ses décrets économiques avaient aidé à créer, des personnes réelles avec des noms, des familles et des histoires étaient soumises à des conditions que le monde commençait à peine à documenter. L'homme qui avait rendu cela possible posait avec ses trophées de chasse devant des cheminées allumées et montrait à ses invités diplomatiques les trains miniatures de son grenier. Ce n'est pas une contradiction du système. C'est le système fonctionnant exactement comme il a été conçu. Le 18 octobre 1936, Adolf Hitler signa le décret qui faisait d'Hermann Göring le plénipotentiaire du plan de 4 ans avec l'autorisation d'émettre des décrets et des directives administratives générales et le droit d'interroger et d'émettre des directives pour tous, y compris les plus hautes autorités du Reich. C'était, en termes pratiques, le contrôle de toute l'économie allemande. Pour Göring, qui n'avait même pas de formation économique de base, ce ne fut pas un obstacle. Il le dit lui-même dans le discours qu'il prononça devant la Deutschlandhalle de Berlin le 28 octobre de cette année-là. « Je ne suis jamais membre d'un conseil d'administration et je ne le serai jamais. Je ne suis pas non plus agriculteur. À l'exception de quelques pots de fleurs que j'ai sur le balcon, je n'ai jamais rien cultivé. Mais je suis prêt de cœur et d'âme à consacrer toutes mes énergies à cette grande tâche.
Le public applaudit pendant plusieurs minutes. Le docteur Hjalmar Schacht, l'homme qui, en tant que ministre de l'économie, avait orchestré le miracle financier qui finançait le réarmement allemand en créant du crédit à partir de rien par des tours de passe-passe comptables d'une sophistication remarquable, fut mis sur la touche. Göring ne comprenait pas les mécanismes que Schacht avait construits, mais il les utilisa sans scrupule, élargit les plans existants sans se demander s'ils étaient soutenables, força la production de substituts synthétiques de matières premières que l'Allemagne ne possédait pas, et lorsque Schacht s'opposa à ces méthodes, il lui retira la responsabilité des commandes d'armement. En décembre 1936, Göring invita un groupe d'entrepreneurs industriels et leur proposa, en toute tranquillité, d'importer des lettres de change étrangères par n'importe quelle méthode, légale ou illégale. Schacht, qui l'apprit, répondit lors d'une réunion similaire des semaines plus tard que contourner les lois sur les devises restait punissable. Göring se plaignit. Schacht ne céda pas. Cela suffit. Göring continua d'accumuler du pouvoir jusqu'à ce que le ministre de l'économie fût réduit à une figure nominale. Ce que Göring construisit en tant que dictateur économique ne fut pas efficace. Ce fut énorme. La bureaucratie du plan de 4 ans s'enfla de centaines de fonctionnaires, beaucoup d'entre eux nommés pour des liens personnels plutôt que par compétence. Son propre neveu, Herbert Göring, travaillait à la Reichsbank. L'homme qu'il mit à la tête du département économique, Paul Körner, était son assistant de confiance mais manquait de toute formation pertinente en économie ou en industrie. Mais l'inefficacité du système n'importait pas tant que l'objectif n'était pas la prospérité mais la guerre. Göring le dit sans détour lors d'une réunion de ministres le 4 septembre 1936. L'Allemagne devait faire ce que la Russie avait déjà fait. Après tout, il était inévitable qu'un jour l'Allemagne et la Russie entrassent en guerre. Tandis qu'il organisait l'économie de guerre allemande, Göring restait l'ambassadeur personnel d'Hitler en Europe. Il se rendit en Pologne en janvier 1935 où il parla de la force et du pouvoir dynamique du pays tout en esquissant, dans des conversations privées, la possibilité d'une alliance anti-russe et d'une attaque conjointe contre l'Union soviétique. Il assista aux funérailles du maréchal Piłsudski à Varsovie en mai de cette année-là, marcha pendant 4 heures en suant dans son uniforme de général sous la chaleur du printemps et profita du rafraîchissement ultérieur pour parler avec le ministre des Affaires étrangères français Pierre Laval des relations franco-allemandes, répétant les phrases exactes d'Hitler, exprimées dans le langage de l'homme de la rue, selon l'interprète Paul Schmitt, qui observa Göring en action et décrivit son habileté diplomatique comme quelque chose que le public allemand n'aurait pas cru possible chez ce poids lourd aux manières de héros de romans de cape et d'épée. Mais le titre que Göring estimait par-dessus tous les autres n'était ni celui de plénipotentiaire économique ni celui d'ambassadeur itinérant. C'était celui de commandant en chef de la Luftwaffe. La force aérienne était sa création. Depuis 1933, date à laquelle il fut nommé commissaire du Reich pour l'aviation, Göring avait construit la Luftwaffe à partir de zéro, faisant revenir de vieux camarades de la Première Guerre mondiale, recrutant Adolf Galland et d'autres jeunes pilotes, les envoyant s'entraîner en secret en Italie, en Espagne, sur le front de la guerre civile où la Légion Condor testa des tactiques et des équipements sur des objectifs réels. Guernica, le 26 avril 1937, fut l'un de ces essais. La Luftwaffe, qui se déploya en septembre 1939 sur la Pologne, était sa Luftwaffe, et durant les premières années de la guerre, elle suffit. 12 novembre 1938. Berlin. Le ministère de l'Air. 3 jours après la nuit de cristal, Göring présida une réunion de hauts fonctionnaires nazis. La nuit du 9 au 10 novembre, des émeutes organisées par la direction nazie avaient attaqué des communautés juives dans toute l'Allemagne et l'Autriche. Plus de 1400 synagogues incendiées, des milliers de commerces détruits, environ 400 personnes assassinées ou poussées au suicide.
environ 26 000 hommes juifs arrêtés et envoyés dans les camps de concentration de Sachsenhausen, Buchenwald et Dachau. Le verre des vitrines brisées couvrait les trottoirs de toutes les grandes villes du Reich. Göring arriva à cette réunion furieux, mais pas pour les morts, pas pour les arrestations, pas pour les incendies des synagogues. Il était furieux pour l'économie. Les compagnies d'assurance allemandes, souligna-t-il, étaient techniquement obligées par la loi de couvrir les dommages causés aux propriétés assurées. Les propriétaires des commerces détruits avaient payé leurs primes. Si l'État reconnaissait le pogrom, il devait aussi reconnaître les demandes d'indemnisation des assurances. C'était un trou énorme dans le budget de guerre qu'il contrôlait. De plus, les biens dont l'économie de guerre avait besoin avaient brûlé dans les vitrines. Le gaspillage lui paraissait offensant dans un sens presque esthétique, comme si quelqu'un avait jeté du bon bois dans une rivière. Sa solution fut élégante dans sa cruauté. Le gouvernement imposa une amende collective d'1 milliard de Reichsmark à la communauté juive d'Allemagne au titre de paiement d'expiation pour la mort du diplomate Ernst vom Rath, dont l'assassinat par le jeune juif polonais Herschel Grünspan avait servi de prétexte au pogrom. Les réclamations d'assurance que les compagnies auraient dû payer aux propriétaires juifs furent confisquées par l'État. Les Juifs devaient en outre couvrir le coût des réparations des dommages causés à leur propre commerce. Et Göring émit dans les semaines suivantes une série de décrets qui leur interdisaient de posséder des entreprises, d'exercer des professions libérales, de fréquenter les écoles publiques et d'aller dans la plupart des espaces publics. En une seule réunion et dans les jours qui la suivirent, Göring élimina ce qui restait de l'existence économique juive en Allemagne. Et il le fit, comme toujours, avec la froideur d'un comptable qui équilibre un bilan. Dans la transcription de la conférence du 12 novembre, Göring dit quelque chose que l'histoire a conservé parce que cela capture parfaitement la nature de cet homme. Il décrivit comme « absurde » le fait que les compagnies d'assurance allemandes dussent payer pour des dommages causés par l'État lui-même et ajouta qu'il aurait préféré que l'on ait tué 200 juifs et que l'on n'ait pas détruit tant de biens de valeur économique. Il n'y a aucun registre indiquant que quiconque ait dit quoi que ce soit lors de cette réunion sur les personnes qui étaient mortes, sur les 26 000 hommes envoyés dans les camps, sur les synagogues, les livres de prière, les rouleaux de la Torah qui avaient brûlé dans toute l'Allemagne cette nuit-là. L'ordre du jour était économique. Göring le présida comme il aurait présidé n'importe quel conseil d'administration. Mais si cet épisode révèle quelque chose sur la nature de Göring, ce qu'il signa moins de 3 ans plus tard le confirme de manière définitive. 30 et 1 juillet 1941. À ce moment-là, la Wehrmacht avait envahi l'Union soviétique le 22 juin. Les Einsatzgruppen, les escadrons mobiles de la mort de la SS, opéraient derrière les lignes du front en exécutant des juifs, des fonctionnaires soviétiques et des commissaires politiques. En seulement quelques jours après l'invasion, ils avaient déjà assassiné des dizaines de milliers de personnes. Le mécanisme de l'extermination massive cherchait encore sa forme définitive, mais la direction était univoque. Depuis son bureau à Berlin, Göring signa une lettre adressée à Heydrich, chef de l'Office central de la sécurité du Reich, RSHA. La lettre, qui allait devenir célèbre dans la documentation des procès de Nuremberg sous le nom de document PS 710, était courte. Un seul paragraphe fonctionnel de prose bureaucratique. Elle disait, en substance, que Göring chargeait Heydrich de faire tous les préparatifs nécessaires en matière d'organisation, de questions de fonds et de finances pour parvenir à une solution globale de la question juive dans la sphère d'influence allemande en Europe. Une phrase, un paragraphe, une signature. Heydrich présenta cette lettre lors de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942 pour faire taire les fonctionnaires des différents ministères qui se demandaient s'ils avaient une autorisation suffisante pour ce qui leur était demandé. Lorsque quelqu'un doutait, Heydrich sortait la lettre de Göring.
L'autorisation venait du successeur désigné de Hitler, l'homme au rang le plus élevé du Reich après le Führer. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. La conférence de Wannsee dura environ 90 minutes. Heydrich coordonna la participation de tous les ministères impliqués dans ce que les participants appelèrent, avec la froideur caractéristique de la bureaucratie nazie, la « solution finale à la question juive ». Les notes de la conférence, rédigées par Adolf Eichmann, calculaient la population juive de toute l'Europe sous influence allemande à 11 millions de personnes. Tout cela démarra administrativement avec la lettre que Göring signa entre deux réunions durant l'été 1941. Il n'y a aucun document indiquant combien de temps Göring consacra à cette signature. Il n'y a aucun témoignage suggérant qu'il y eut une délibération, une consultation de sa conscience ou seulement une pause plus longue qu'à l'accoutumée. C'était une formalité de plus lors d'une matinée de travail. Et lorsqu'il eut fini de signer, ce qui occupe les registres historiques des jours suivants dans la vie de Göring, ce sont les détails de l'agrandissement de sa collection d'art et les réunions sur l'économie de guerre. Le document PS 710 suffit à ce que l'accusation de Nuremberg construisit l'un des arguments les plus solides de tout le réquisitoire. L'homme qui s'assit sur le banc des accusés et défia le tribunal par son érudition juridique avait apposé sa signature sur le papier qui autorisa le plus grand crime organisé de l'histoire. Et il avait poursuivi sa journée. Göring avait construit la Luftwaffe comme on construit un monument à soi-même. C'était sa réalisation la plus personnelle, la plus intime, la plus directement liée aux années de gloire sur le front occidental en 1917 et 1918. Et durant les premières années de la guerre, elle sembla meubler chaque marque, chaque ingénieur, chaque pilote qu'il avait investi en elle. La Luftwaffe écrasa l'aviation polonaise en septembre 1939 en l'espace de quelques jours. Elle soutint l'invasion de la Norvège en avril 1940 avec une précision que les analystes militaires britanniques trouvèrent déconcertante. Et en mai et juin 1940, la campagne de France fut en partie le triomphe de la doctrine d'appui aérien rapproché que Göring avait développée depuis l'époque de la Légion Condor. Puis vint l'été 1940. La bataille d'Angleterre est le moment qui sépare la carrière de Göring en deux. Il promit à Hitler que la Luftwaffe pouvait détruire la capacité de la Royal Air Force à combattre et créer les conditions d'une invasion. Les bombardements commencèrent en août, d'abord contre les aérodromes et les stations radars, puis lorsque Göring changea d'objectif pour cibler les villes sous une chaîne de décisions que les historiens débattent encore, contre Londres et d'autres cités. La RAF, qui en août 1940 était à la limite de sa capacité de remplacement des pilotes et des avions, reçut le répit dont elle avait besoin lorsque les bombardiers allemands se tournèrent vers les villes. Le 17 septembre 1940, Hitler suspendit indéfiniment l'opération Seelöwe, Lion de mer, l'invasion de la Grande-Bretagne. La première grande promesse de Göring n'avait pas été tenue, mais le moment qui détruisit réellement sa position arriva au cours de l'hiver 1942 et 1943. La bataille de Stalingrad. La 6e armée allemande, sous le commandement du général Friedrich Paulus, fut encerclée par les forces soviétiques en novembre 1942. Hitler ordonna de résister. La 6e armée avait besoin d'environ 300 tonnes de ravitaillement par jour pour continuer à combattre des munitions, de la nourriture, des médicaments, du carburant. Göring, lors d'une réunion avec Hitler, promit que la Luftwaffe pourrait ravitailler les troupes encerclées par les airs. C'était un mensonge ou une erreur de calcul de proportions catastrophiques. Les capacités réelles de transport aérien de la Luftwaffe, même dans des conditions idéales, n'atteignaient pas ce chiffre. Et les conditions de l'hiver sur la Volga en 1942 étaient les plus éloignées possibles de l'idéal. Des températures de 40 degrés en dessous de zéro, des aérodromes gelés, des chasseurs soviétiques interceptant chaque convoi.
Les avions de transport allemands arrivaient au sol avec les moteurs bloqués par le froid. Les pilotes mouraient d'hypothermie avant d'atteindre les positions encerclées. Les bons jours, la Luftwaffe livrait entre 100 et 150 tonnes. De nombreux jours, moins encore. La 6e armée mourut de faim et de froid. Le 2 février 1943, le général Paulus, fraîchement promu feld-maréchal par Hitler dans un geste qui se lirait comme une invitation au suicide, se rendit aux Soviétiques. Environ 300 000 soldats allemands étaient tombés à Stalingrad parmi les morts au combat, les morts de froid, les malades et les prisonniers. Sur les 91 000 qui se rendirent ce mois de février-là, à peine 6 000 environ allaient survivre au camp soviétique pour revenir en Allemagne. Hitler blâma publiquement Göring, en privé aussi. La relation entre les deux hommes ne fut plus jamais la même. Après Stalingrad, la Luftwaffe subit défaite sur défaite. Les bombardements alliés sur les villes allemandes, dont Göring avait promis qu'ils n'arriveraient jamais, rasèrent un tambour en juillet 1943, Dresde en février 1945. Les grandes villes industrielles de la Ruhr furent détruites systématiquement par la Royal Air Force britannique et la US Army Air Forces, tandis que la Luftwaffe était de moins en moins capable de les défendre. Hitler commença à se tourner vers d'autres hommes. Martin Bormann gérait la politique intérieure. Albert Speer contrôlait la production d'armement avec une efficacité que Göring n'avait jamais atteinte. Himmler consolidait le pouvoir de la SS et Göring, le Reichsmarschall, le deuxième homme du Reich, se retirait de plus en plus à Carinal. En 1944, il n'était plus qu'une figure de protocole. Il assistait aux réunions au quartier général du Führer quand Hitler l'exigeait, subissait les reproches la tête basse, puis retournait dans le Schorfheide. Il visitait sa galerie. Il recevait des rapports sur de nouvelles pièces disponibles dans les territoires occupés. Il grossit à nouveau. Il reprit ses pilules de paracodéine, l'analgésique dérivé des opiacés qui avait remplacé la morphine des années 20. Les personnes qui le voyaient alors décrivaient un homme qui ne semblait plus tout à fait présent. Les yeux perdaient leur mise au point. Les réponses arrivaient avec un retard qui n'existait pas auparavant. L'énergie qui l'avait rendu imposant dans les années 30 s'était drainée vers un endroit que personne ne savait identifier. Mais il y avait quelque chose qui ne s'était pas drainé, son instinct de survie. En avril 1945, lorsque les troupes soviétiques encerclaient Berlin et que Hitler s'était enfermé dans son bunker sous la chancellerie, Göring envoya depuis Berchtesgaden un télégramme demandant l'autorisation d'assumer la direction du Reich en tant que successeur désigné au cas où Hitler aurait perdu sa liberté d'action. Hitler répondit en le qualifiant de traître, en le dépouillant de tous ses titres et en ordonnant son arrestation. Les SS le gardèrent dans sa villa bavaroise pendant que les Américains avançaient depuis l'Ouest. Le 8 mai 1945, Hermann Göring se rendit volontairement aux forces du général Karl Spaatz, commandant des forces aériennes stratégiques des États-Unis. Il portait avec lui 16 valises remplies d'uniformes et de décorations. Et il avait, caché quelque part entre ses bagages et son corps, une capsule de cyanure. Le palais de justice de Nuremberg était, à l'automne 1945, le bâtiment le plus surveillé au monde. 21 des plus importants survivants du régime nazi siégeaient sur le banc des accusés pendant que les procureurs de 4 puissances présentaient les charges retenues contre eux. C'était la première fois dans l'histoire qu'un État et ses dirigeants étaient jugés collectivement pour crimes contre l'humanité devant un tribunal international. La plupart des accusés arrivèrent au procès brisé. Rudolf Hess prétendait ne se souvenir de rien. Alfred Rosenberg semblait incapable de comprendre la portée de ce qui lui était attribué. Julius Streicher bavait son antisémitisme même sur le banc des accusés. Wilhelm Keitel et d'autres militaires tentèrent de s'abriter derrière les ordres reçus. Joachim von Ribbentrop alternait entre le désespoir et une incompréhension sincère. Et puis, il y avait Göring.
L'homme qui arriva à Nuremberg n'était pas le Göring des dernières années de la guerre, celui qui somnolait à Carinol au milieu des rapports de défaite. Les 11 mois de détention préalables au procès, d'abord au camp de Mondorf-les-Bains au Luxembourg, puis à la prison de Nuremberg, l'avaient métamorphosé. Le régime forcé lui avait fait perdre plus de 70 kilos. La privation de ces pilules de paracodéine avait dissipé le brouillard qui lui engourdissait l'esprit. Il dormait mal, certes, mais il pensait avec une clarté qui surprit ses propres geôliers. Le juge Lord Birkett, l'un des magistrats britanniques du tribunal, nota dans son journal intime « Personne ne semblait préparé à son immense habileté, à ses connaissances et à sa maîtrise complète, ainsi qu'à sa compréhension de chaque détail des documents saisis. Affable, astucieux, perspicace, capable, spirituel, il saisissait instantanément les éléments de la situation et, à mesure que sa confiance grandissait, sa maîtrise devenait encore plus évidente. Göring devint, dès les premiers jours du procès, le leader informel des accusés. Il organisait des conversations dans les couloirs pendant les pauses. Il donnait des conseils stratégiques sur ce qu'il fallait admettre ou nier. Il maintenait le moral de ceux qui flanchaient. Il reconstruisit, à l'échelle réduite du banc des accusés, quelque chose de très similaire à une hiérarchie nazie en miniature, avec lui-même au sommet. Lorsqu'il vint témoigner, le 13 mars 1946, Göring ne demanda aucune clémence. Il n'exprima aucun regret. Il ne chercha pas à distancier sa carrière personnelle des crimes du régime qui l'avait servi. Il fit exactement le contraire. Il assuma son rôle dans l'histoire du Troisième Reich et le défendit en termes stratégiques, politiques et juridiques, comme si le tribunal n'était qu'un autre type d'opposition qui pouvait être vaincu avec suffisamment d'habileté. Il remit en question la compétence du tribunal. Il soutint que les accusations de crimes contre la paix étaient rétroactives et inapplicables. Il défia les procureurs sur les détails techniques des documents, signalant des erreurs de traduction, sortant des citations de leur contexte pour les utiliser à son avantage, forçant les interprètes à réviser leur version. Le procureur soviétique, le général Roman Rudenko, le décrivit comme le plus dangereux de tous les accusés précisément parce qu'il ne prétendait pas être innocent. Il prétendait que l'accusation était invalide. Le procureur américain Robert Jackson, l'un des juristes les plus brillants de sa génération et principal architecte du procès, vécut lors du contre-interrogatoire de Göring l'un des moments les plus difficiles de sa carrière. Göring le maintint sur la défensive pendant des heures, répondant aux questions par d'autres questions, soulignant des incohérences dans la chaîne des documents, forçant le procureur à admettre que certaines affirmations relevaient de la déduction plutôt que de la preuve documentaire. Les journalistes qui couvraient le procès s'accordaient à dire que Göring semblait s'amuser. Non pas de manière évidente, non pas avec des sourires inappropriés, mais avec l'énergie spécifique de quelqu'un qui fait exactement ce qu'il sait faire de mieux: rivaliser, diriger, agir sous pression. C'était, au sens le plus littéral du terme, le meilleur moment que Göring ait connu depuis des années. Le 1er octobre 1946, le tribunal rendit ses verdicts. Göring fut reconnu coupable des 4 chefs d'accusation: complot criminel, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. La sentence fut la mort par pendaison. Göring demanda à être fusillé. C'était, argumenta-t-il, la mort appropriée pour un soldat de son rang. La demande fut rejetée. La pendaison était la mort réservée aux criminels de droit commun, et l'intention du tribunal était précise à ce sujet. La nuit du 15 octobre 1946, moins de 2 heures avant son exécution programmée, le garde qui faisait la ronde nocturne trouva Göring inconscient dans sa cellule. Il y avait des fragments de verre entre ses lèvres. Le poison agit rapidement. Comment il s'était procuré la capsule de cyanide reste une question que l'histoire n'a pas tranchée. Il existe au moins 3 versions différentes, chacune ayant ses partisans et ses détracteurs.
La première, Göring l'avait cachée dans ses bagages, lorsqu'il s'était rendu en mai 1945, plus précisément dans un pot de crème pour cheveux entre les couches intérieures, duquel il aurait dissimulé la fiole en verre. Dans sa lettre d'adieu au commandant de la prison, Göring lui-même assura qu'aucun garde n'était responsable, qu'il était arrivé avec la capsule et l'avait gardée dans différents endroits au fil des mois, y compris dans son propre corps. Une enquête officielle a accepté cette version. La deuxième version est apparue en 2005, lorsqu'un vétéran américain de 78 ans, Herbert Lee Stevers, alors résident en Californie, a affirmé via le Los Angeles Times que, garde de 10-9 ans à Nuremberg, il avait introduit dans la cellule de Göring ce qu'il croyait être un médicament caché dans un stylo plume à la demande d'une jeune femme allemande nommée Mona qu'il cherchait à impressionner. « Je n'ai jamais revu Mona », a déclaré Stevers. « J'imagine qu'elle s'est servie de moi. » La troisième version, documentée par l'historien Ben Swearingen dans son livre « The Mystery of Hermann Göring's Suicide » 1985, oriente vers le lieutenant Jack Willis, un garde américain avec lequel Göring avait développé des relations cordiales pendant le procès et qui aurait pu lui donner accès à un entrepôt où étaient gardés ses bagages personnels. L'historien Michael Marous, de l'Université de Toronto, l'a résumé avec exactitude. Cette histoire est-elle plausible? À peine. Saurons-nous un jour la vérité avec certitude? Presque certainement non. La seule chose définitive est l'effet produit. Göring, qui avait passé sa vie entière à construire des récits sur lui-même en mettant en scène des événements qu'il concevait lui-même, refusa que quelqu'un d'autre écrivît la fin. Il laissa 2 mots, l'un au commandant de la prigione, expliquant comment il y était parvenu et dégageant les gardes de toute responsabilité, l'autre aux autorités alliées en général, déclarant « J'aurais accepté sans objection d'être fusillé. Cependant, je ne faciliterai pas l'exécution du Reichsmarschall d'Allemagne par la pendaison. Pour le bien de l'Allemagne, je ne peux pas le permettre. De plus, je ne ressens aucune obligation morale de me soumettre au châtiment de mes ennemis. Pour cette raison, j'ai choisi de mourir comme le grand Hannibal. Hannibal, le général carthaginois qui préféra le poison plutôt que de tomber entre les mains des Romains. Le corps de Göring fut incinéré avec ceux des 10 condamnés qui furent exécutés à l'aube suivante. Ses cendres, ainsi que celles de Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Frank, Frick, Stryker, Sokol, Jodl et Seyss-Inquart, furent jetés dans la rivière Isar afin qu'il ne reste aucun lieu susceptible de devenir un mémorial. Carinol n'existait plus. Les troupes allemandes en retraite l'avaient fait sauter à l'explosif dans les derniers jours d'avril 1945, avant l'arrivée des Soviétiques. Les murs du mausolée de Karin restèrent debout pendant des années dans la forêt de Shorfide comme des ruines sans fonction. L'art volé avait été évacué au préalable puis partiellement récupéré par les Alliés dans des mines de sel des Alpes autrichiennes. Ce que sa prophétie disait, à savoir que dans 50 ou 60 ans, il y aurait des statues de Hermann Göring dans toute l'Allemagne, ne s'est pas réalisé. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de rue à son nom, il n'y a aucun mémorial. Mais ce n'est pas non plus nécessaire. Il y a une question qui émerge inévitablement de toute étude honnête sur Hermann Göring, et c'est une question qui n'a pas de réponse confortable. Qu'est-ce qui le rend différent des autres? La réponse évidente est qu'il n'était pas un fanatique idéologique. Göring n'a jamais cru à l'antisémitisme racial avec l'intensité d'Himmler, qui a construit un système pseudo-scientifique de classification de l'humanité. Il n'avait pas le ferveur messianique de Goebbels, pour qui le nazisme était l'aboutissement d'une croisade personnelle contre tout ce qu'il ne pouvait pas être. Il ne partageait pas la froideur prédatrice d'Heydrich, cet homme capable de s'asseoir à une conférence et de discuter de la logistique de l'assassinat de masse de millions de personnes avec la même expression qu'il aurait eue pour discuter des horaires de train. Göring était quelque chose de différent et, par certains aspects, de plus révélateur qu'eux tous. C'était un opportuniste. Un homme qui avait découvert très tôt dans sa vie que les structures de pouvoir,
si on les escaladait avec suffisamment d'habileté et sans s'encombrer de scrupules, pouvaient tout vous donner. L'argent, le prestige, l'art, les terres, le sentiment d'être l'homme le plus important de n'importe quelle pièce où l'on posait le pied. Le nazisme n'était pas pour lui une conviction, c'était le véhicule. L'affaire la plus profitable à laquelle il ait eu accès de sa vie, et Göring savait la gérer avec une efficacité que ses collègues plus idéologues n'ont jamais atteinte. « C'est moi qui décide qui est juif », a-t-il dit à propos du général Erhard Milch, dont le père était juif et que Göring a protégé parce qu'il en avait besoin comme secrétaire d'État au sein de son ministère, en obtenant de sa mère qu'elle signe une déclaration affirmant que le véritable père de Milch était un amant non juif. Cette phrase le définit mieux que n'importe quelle autre. Göring n'avait pas de principes raciaux. Il avait des convenances, et quand la convenance et les principes raciaux coïncidaient, il les appliquait. Quand ils ne coïncidaient pas, il les tordait. Cette flexibilité le rendait, paradoxalement, plus dangereux que les fanatiques. Les fanatiques ont besoin de croire en ce qu'ils font. Ce besoin les limite. Il y a des lignes qu'ils ne franchiront pas parce que les franchir trahirait le principe qui leur donne leur identité. Himmler avait ses propres obsessions, ses propres loyautés internes envers le système qu'il avait construit. Heydrich opérait au sein d'une logique de pouvoir qui avait ses propres règles. Göring n'avait pas ces restrictions internes. Il pouvait créer la Gestapo, puis la céder sans avoir le sentiment de trahir quoi que ce soit. Il pouvait signer l'autorisation de la Shoah entre une réunion et un déjeuner de travail parce que la Shoah ne lui semblait pas être un crime. Elle lui semblait être une politique. Il pouvait voler des œuvres d'art à des familles juives dans toute l'Europe et les accrocher dans sa galerie personnelle sans que l'origine de ces pièces ne perturbe son sommeil, car pour Göring, l'origine ne faisait pas partie de la propriété. La propriété était ce qu'il possédait à présent. Les biographes Roger Manvel et Heinrich Frenkel l'ont décrit dans des termes qui restent les plus précis. Göring était un homme de charme et de férocité, de dévouement et de cruauté, d'audace physique et de lâcheté morale. Cette dichotomie n'était pas une anomalie du système. C'était le système opérant à travers un individu qui l'utilisait exactement comme il avait été conçu pour être utilisé. Les régimes de crimes de masse ne fonctionnent pas seulement avec des fanatiques. Les fanatiques sont nécessaires, oui, pour maintenir la pression idéologique, pour soutenir le récit qui couvre ce qui est fait. Mais la machine du crime à l'échelle industrielle exige autre chose. Elle exige des gestionnaires. Des hommes capables de convertir une politique d'extermination en une série de mémorandums, de réunions, de décrets et d'allocations budgétaires. Des hommes qui peuvent lever les yeux de leur papier, partir à la chasse dans la Shorefide le week-end, revenir le lundi et reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Göring était cet homme, et il était remarquablement bon dans ce rôle. Il y a autre chose dans le cas de Göring qui mérite l'attention. Sa dépendance à la morphine qui n'a jamais totalement disparu et que ses biographes ont documenté avec l'aide des spécialistes de l'Institut Calais de Cologne et du sanatorium de Långbro en Suède n'explique pas ses crimes. Mais elle explique quelque chose sur ses excès. La vanité anormale, l'activité excessive, les effusions d'énergie vitale que les médecins de l'Institut Kahl ont décrites comme des symptômes de dépendance chronique. Ces traits étaient présents chez Göring dès son retour en Allemagne dans les années 20 et se sont intensifiés avec le pouvoir. Un homme qui avait besoin d'être le centre de l'attention, qui avait besoin que tout le monde dans la pièce le regarde, qui avait besoin d'uniformes sur mesure, de titres inventés, du palais dans la forêt et du train électrique dans le grenier pour soutenir une image de lui-même que la réalité n'aurait pas supportée sans ses béquilles. Ce qui fait le plus peur chez Göring, ce n'est pas la monstruosité, c'est la banalité du mécanisme. Un homme doté de vrais talents, d'une intelligence authentique, d'une habileté pour les affaires, la diplomatie et le commandement que ses ennemis reconnaissaient même lorsqu'ils le méprisaient. Un homme qui, dans d'autres circonstances, dans un autre pays, à un autre moment historique, aurait pu être un politique habile, un homme d'affaires puissant ou un homme d'État efficace. Ses capacités
Il les a mises au service de tout ce qui lui donnait le plus de pouvoir. Et dans l'Allemagne de 1933, ce qui donnait le plus de pouvoir, c'était le nazisme. Il n'y a pas eu de coercition externe, il n'y a pas eu de pistolet sur sa tempe. Il y a eu un choix, fait de nombreuses fois, renouvelé chaque jour, de rester dans le système et d'en extraire tout ce qu'il pouvait. Ce choix s'est poursuivi jusqu'à ce que le système s'effondre. Et lorsqu'il s'est effondré, Göring a trouvé le moyen de conclure le récit selon ses propres termes. Il y a une dernière pièce qui complète le portrait. La prophétie faite par Göring à Nuremberg, selon laquelle dans 50 ou 60 ans, il y aurait des statues de lui dans toute l'Allemagne, révèle quelque chose sur ce qu'il croyait être. Il ne croyait pas avoir commis des crimes, il croyait avoir perdu une guerre. Et dans son univers conceptuel, perdre une guerre n'avait pas de conséquences morales. Cela n'avait que des conséquences politiques. Les perdants n'étaient pas jugés, ils étaient exécutés ou ignorés. Ce qu'il vivait à Nuremberg était, selon sa perception, une forme d'injustice historique, non pas un règlement de compte avec la vérité. C'est ce qui en fait le cas le plus instructif de toute la hiérarchie nazie. Himmler a reconnu jusqu'à un certain point la dimension de ce qu'il avait fait et s'est suicidé lorsqu'il a été capturé en mai 1945. Hitler s'est tué dans son bunker pendant que les Soviétiques prenaient Berlin. Goebbels a empoisonné ses 6 enfants, puis s'est suicidé avec sa femme. Il y a dans ces morts quelque chose qui, aussi horrible que ce soit, révèle une conscience de l'abîme. Une compréhension du fait que ce qui avait été fait ne pouvait pas être défendu devant le monde. Göring, en revanche, est arrivé vivant à Nuremberg, a grossi après son régime de captivité, s'est affûté l'esprit pendant 11 mois de préparation et s'est assis sur ce banc prêt à gagner, sans regret, sans hésitation, avec la pleine conviction que ce qu'il avait fait était une décision stratégique raisonnable dans le contexte de la guerre et de la politique de son époque, que les vainqueurs n'avaient aucune légitimité pour juger les vaincus, et que si les choses s'étaient déroulées autrement, le monde verrait des monuments à son nom. Il y a quelque chose de sombre et de perturbant dans cette conviction, quelque chose qui dépasse la simple méchanceté. C'est la démonstration que le mécanisme qui permet le crime de masse ne nécessite pas la conscience du mal. Il fonctionne parfaitement bien lorsque les participants croient faire exactement ce qu'il faut. Administrer un État, organiser l'économie, exécuter une politique, servir leur pays et leurs leaders avec la plus grande efficacité possible. Göring n'a jamais compris ou n'a jamais voulu comprendre que derrière chaque décret qu'il signait, il y avait de vraies familles dont l'existence était détruite. Derrière l'amende d'1 milliard de Reichsmarks se trouvaient des hommes et des femmes de tous âges qui ont dû vendre ce qu'il leur restait pour s'en acquitter. Derrière le document PS 710 se trouvaient 11 millions de personnes que le système qu'il avait aidé à construire allait assassiner de manière systématique. Göring les voyait comme des catégories statistiques dans un problème administratif. La historienne Hannah Arendt, qui a couvert le procès d'Eichmann à Jérusalem en 1961, a développé le concept de la banalité du mal pour décrire un type spécifique de criminel, le bureaucrate qui commet des crimes de masse sans avoir conscience de le faire parce qu'il a réduit sa responsabilité morale à l'exécution d'ordres au sein d'un système. Eichmann était l'exemple le plus pur de ce type. Göring était quelque chose de différent parce que Göring avait de l'intelligence, avait une capacité de décision autonome, avait la position nécessaire pour résister ou modifier les politiques qu'il appliquait. Et il a choisi de ne pas le faire, non pas parce qu'il avait peur, mais parce que cela l'arrangeait. Cela le rend peut-être plus coupable qu'Eichmann et aussi plus révélateur. Parce que Göring démontre que le crime de masse n'exige ni le fanatisme idéologique d'Himmler, ni l'obéissance automatique d'Eichmann. Il exige simplement des hommes qui placent leur ambition au-dessus de leur conscience et qui trouvent un système qui récompense ce choix avec suffisamment de constance. Le Troisième Reich a été, entre autres choses, une machine remarquablement efficace pour attirer et retenir ce genre d'hommes. Göring en fut le spécimen le plus spectaculaire, mais pas le seul. Derrière chaque décret sorti de son bureau, il y avait des fonctionnaires, des comptables, des juristes, des logisticiens et des administrateurs qui ont traduit la politique en pratique,
la catégorie en personne, le mémorandum en mort. La grandiosité de Göring, ses uniformes, ses châteaux, ses collections d'art, son addiction au titre et à la reconnaissance, tout cela sert précisément à le dissimuler dans le récit historique. Il est facile de le regarder et de n'y voir qu'un personnage d'opéra bouffe, un homme gros avec des plumes sur son chapeau et un train électrique dans le grenier. Il est tentant de conclure qu'il était une anomalie, une extravagance, quelque chose que le nazisme a toléré bien qu'étant étranger à sa nature. Mais ce serait exactement l'erreur que Göring aurait voulu que nous commettions. Le système l'a produit, il l'a promu, il l'a récompensé. Carinal, la collection d'art, les 1000 titres, le rang de Reichsmarschall créé spécifiquement pour lui. Tout cela n'était pas toléré malgré le nazisme. C'était le nazisme fonctionnant pour ses opérateurs les plus brillants. La récompense que le crime organisé à l'échelle étatique remet à ceux qui le servent avec suffisamment d'habileté et sans s'encombrer de scrupules. Hermann Göring n'était pas l'opposé des autres dirigeants nazis. Il en était le produit le plus accompli. L'homme qui a prouvé que pour participer au pire crime de l'histoire moderne, il n'était pas nécessaire d'y croire. Il suffisait d'en tirer profit. Et la nuit du 15 octobre 1946, dans la cellule numéro 5 de la prison de Nuremberg, alors que la montre du garde indiquait l'heure avant l'aube où il devait être conduit à l'échafaud, Hermann Göring a mordu le verre. Le cyanide a fait son œuvre en quelques minutes. Il avait gagné le dernier acte. Ou du moins, le croyait-il, mais ce qu'il a laissé derrière lui n'est pas la statue qu'il voulait, c'est quelque chose de plus utile, la preuve que les systèmes de destruction de masse n'ont pas besoin de monstres. Ils ont besoin de gestionnaires, et de cela l'histoire n'en a jamais manqué.